Thierry Laboureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien président d'UMS France. Là, vous venez d'intervenir dans nos premières assises de l'innovation, dans la partie gouvernance, au sein d'une table ronde. Pouvez-vous un peu sommairement nous retracer votre carrière? Et puis après, je vous propose un dialogue avec Patrice Noailles, qui est à l'origine de ces assises. Très bien. Donc, je m'appelle Thierry Laboureau. J'étais le président de United Monolithic Semiconductor, UMS France. UMS est un groupe avec deux actionnaires que sont Airbus et Thales. La vocation de l'entreprise étant de développer des composants spécifiques pour des applications stratégiques de ces deux grands groupes qui sont au cœur de leur système, mais aussi de développer un marché commercial permettant de développer en volume des activités en réutilisant un savoir-faire développé pour nos actionnaires. Donc à ce titre-là, notamment UMS a développé des composants radars automobiles pour les nouvelles générations de voitures, permettant notamment de réaliser des fonctions de type voiture autonome, avec des régulations de vitesse active, des maintiens dans des fils, des détections d'angles morts et des choses comme ça, qui ont effectivement permis à l'entreprise de se développer. Est-ce que vous pourriez nous détailler un peu l'expérience que vous avez eue sur H2020 et sur la façon de travailler avec l'Europe en matière de recherche et développement? Oui. Alors, H2020, effectivement, était une opportunité pour l'entreprise de se faire partiellement financer le développement de son innovation. Nous avons été amenés donc à imaginer des modules hybrides intelligents pour les nouvelles technologies 5G de téléphonie à grande vitesse. Et pour ce faire, nous avons effectivement considéré de répondre à des appels d'offres de type H2020. Alors pour ce faire, d'abord il a fallu évidemment documenter l'innovation, s'assurer qu'elle n'avait pas de précédent. Nous n'avons pas déposé de brevet, mais en l'occurrence on aurait très bien pu le faire. On a également imaginé quelles pouvaient être les compétences dont on aurait besoin dans le cadre du développement de ce projet-là, et on s'est tourné vers un certain nombre de laboratoires, d'industriels qui ont apporté ce qui manquait en termes de compétences dans le projet. Nous nous sommes rapprochés aussi d'abord de la DGE, la Direction Générale des Entreprises, donc le ministère de l'Industrie, de façon à recueillir aussi leur avis sur cette innovation et sur l'intérêt qu'ils pouvaient avoir à supporter aussi notre entreprise au niveau européen pour ces projets Horizon 2020. Donc on a mis tout ça en place, on a donc pris les premiers contacts avec les partenaires à la fin 2015, soumis un premier projet en avril 2016, donc le nom du projet c'est 5G GaN. GaN, il s'agit du gallium nitride, nitrure de gallium en français, qui est une technologie de nouvelle génération permettant de réaliser des composants de puissance pour des transmissions télécom à haute vitesse. Et donc l'innovation consiste à associer ces composants de forte puissance avec une électronique intelligente, le tout en 3D pour avoir un maximum de compacité et mettre ça dans des répéteurs à l'extérieur. Ce premier projet donc, a été soumis en avril 2016, puis resoumis en étape finale en septembre 2016. En décembre 2016, le projet a été accepté au niveau de son contenu, puisque considéré comme représentant une vraie avancée qui pouvait justifier d'un financement. Malheureusement, la DGE n'avait pas le budget correspondant et donc nous a demandé de revoir la rédaction du projet de façon à le faire rentrer dans un cadre qui s'appelle l'IPCEI, qui est Important Project of Common European Interest, de façon ensuite à pouvoir effectivement solliciter un financement Horizon 2020. Donc ce que l'on voit, c'est qu'effectivement c'est extrêmement important de se faire appuyer à l'échelon français,
parce que c'est la France qui va ensuite nous aider, nous supporter et nous aiguiller vers ce qu'ils ont compris comme devant être présenté pour recevoir l'intérêt de la Commission européenne. Alors, dans ce qui a été dit, il y a un mot que j'ai retenu de la séance, c'est le CEA Leti, oui. Qui est, c'est vrai, une sorte de centre de recherche national, au moins, sinon international, sur l'électronique. Est-ce que vous pensez qu'ils seraient capables et qu'il est souhaitable, qu'ils seraient capables, qu'ils peuvent, qu'ils veulent, on emploie le terme qu'il faut, jouer un rôle comparable à celui du parc, du Palo Alto Research Center de Californie, dans les années 70 pour l'informatique de bureau, on va dire? Est-ce que vous pensez que le CEA-Leti peut être cette espèce de laboratoire commun à tout le monde, où il y a beaucoup de choses qui circulent de façon différente, ou est-ce que c'est un rêve ou un cauchemar? Alors, votre question montre quand même une grande ambition pour le CEA-Leti, parce que évidemment on n'est pas dans la même dimension, on n'est pas en Californie. Néanmoins, je dois dire que le CEA-Leti a été un partenaire naturel vers lequel on s'est tourné, compte tenu de l'excellence qu'il développe dans les domaines de la microélectronique. Il y a combien de personnes au CEA aujourd'hui? Alors oui, j'entends bien. Il y a, je sais pas, peut-être 1 millier de personnes. Enfin, c'est extrêmement important. Donc c'est très important, en particulier. Beaucoup plus que le parc. Oui, il n'est pas 1 millier de personnes. Oui, mais parce que ils ont un niveau de maturité peut-être que n'avait pas à l'époque. Et le niveau de maturité des sciences. Voilà. Et en particulier, il faut savoir que le CEA-Leti a une mission extrêmement importante qui est de développer les briques technologiques pour les technologies silicium, les nanotechnologies pour SGS Thomson. Donc pour ce faire, ils ont en particulier des salles blanches à Grenoble qui sont d'extrêmement grande dimension avec un niveau d'équipement tout à fait étonnant. Donc on s'est tourné vers le Leti, en particulier pour notre projet, pour réutiliser une innovation qu'ils avaient réalisée concernant donc l'assemblage en 3 dimensions avec l'interconnexion, la micro-interconnexion. Merci. Écoutez, voilà, donc simplement pour conclure par rapport à l'histoire que je disais, Horizon H2020, ça se mérite. Il faut, non mais c'est important, c'est un grand parcours. Pour nous, il a fallu 2 ans, mais à l'arrivée, effectivement, c'est extrêmement important pour les entreprises innovantes, puisque le total du financement qu'on a pu obtenir, c'est de 26 millions d'euros. Alors pour l'ensemble des partenaires, on était une dizaine de partenaires. UMS est maître d'œuvre de ça. La quote-part de UMS, c'était quelques millions d'euros, mais donc 26 millions d'euros au global. Donc c'est effectivement des grosses sommes qui permettent de faire des choses. Voilà. Donc c'est compliqué, mais à l'arrivée, c'est effectivement extrêmement intéressant. Merci Thierry, merci Patrice.